et bienvenue dans notre nouvelle émission Checkpoint proposée par A-News Expérience Client. Dans ce nouveau format, nous partons à la rencontre de professionnels qui ont contribué à la valorisation des métiers de la relation et de l'expérience client, soit dans leurs murs des entreprises, soit aussi en dehors. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Veillet-Michelet, directrice de l'expérience client et de l'innovation du groupe Bayard. Bonjour Catherine. Bonjour Daniel. Je suis ravi de vous accueillir sur notre plateau et de partager ce moment avec vous. Merci de me recevoir. Alors Catherine, aujourd'hui, en quoi consiste votre métier chez Bayard ? Alors je dirais que c'est même plus une mission qu'un métier. C'est-à-dire, c'est la mission de mettre le client lecteur au cœur du groupe, au cœur de l'entreprise. Donc c'est une mission qui m'a été confiée en 2018. Je faisais complètement autre chose avant. Et donc je dirais que ce que je fais principalement, en gros, c'est de la communication et du management pour faire exister le client dans l'entreprise, en ayant fait évoluer, passer du 19e au 21e siècle, les pratiques, les outils et les mentalités, surtout, dans l'entreprise autour du client. Et c'est vraiment, pour moi, ça, le grand défi actuellement, que les gens pensent client et pas simplement lecteur, puisque à Bayard, on pense beaucoup au lecteur. On ne pense pas que aux produits et aux titres, on pense avant tout au lecteur des titres. Mais il faut rajouter ce petit supplément business qu'est la notion de client. Depuis quand êtes-vous dans l'univers des relations clients, globalement ? Alors en fait, c'est une série d'allers-retours, si j'y repense. J'ai commencé à penser aux clients quand j'étais à la Société Générale. Alors là, c'est un monde que les moins de 30 ans n'ont pas connu. Parce que j'ai travaillé sur l'agencement des agences bancaires. Et ce qui était frappant, c'est de voir la part qui était réservée aux collaborateurs et la part réservée aux clients en termes de pourcentage et d'espace. On était en aménagement. Mais à la réflexion, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi à la relation qu'une banque avait avec ses clients. C'est quelque chose donc, qui a un petit peu émané. Et ensuite, Bayard est venu me chercher, est venu me chasser. Donc j'étais en conseil en organisation à la Société Générale, est venu me chasser parce qu'il voulait avoir quelqu'un dont le métier était l'organisation pour informatiser tous les process d'abonnement. Puisque à l'époque, les gens qui s'occupaient de ce qu'on appelait la logistique abonnement, les services clients et tout ça, c'était en gros les meilleurs des plateaux. À l'époque, ce n'était pas forcément des plateaux téléphone, mais aussi les plateaux courriers et tout ça. Et donc, il y a eu cette volonté de mettre des jeunes qui avaient une aisance conceptuelle, qui avaient fait des études, qui avaient des méthodes, pour, en gros, professionnaliser tous ces métiers au moment où l'informatisation était déjà en place, mais toute la chaîne, au fur et à mesure, s'informatisait. Des choses qui sont difficilement concevables maintenant, mais à l'époque, bien sûr, qu'il y avait déjà des prélèvements bancaires ou des paiements par carte bancaire, mais c'était sur des bandes magnétiques qu'il fallait mettre dans des navettes. Donc, une des choses avait été d'automatiser ces flux. Voilà. Et donc, ça a été le client à ce moment-là. Et puis, j'y suis revenue 25 ans après. Incroyable. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous feriez les mêmes choix ? Je ne sais pas. Je ne pense pas, mais je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas forcément lesquels je ferais. C'est-à-dire qu'à la relecture, je me suis dit que j'étais quand même un petit peu programmée par le mythe de la bonne élève. C'est-à-dire qu'il faut très bien faire son travail et les gens s'en rendront compte et diront merci. Ce qui n'est absolument pas vrai, il faut marcher sur les autres. Enfin, pas exactement ça, mais disons que j'étais un peu trop indulgente et j'ai pas forcément voulu pousser. Et c'est pas du tout dans ma nature de vouloir écarter les auautres pour prendre leur place. Moi, comme je dis souvent, je suis absolument pas dans des histoires de territoire. Il y a assez de boulot pour tout le monde. Je travaille avec les autres. Ça ne veut pas dire que je dis pas ce que je pense, hein, mais je veux dire, je vais pas me battre pour une plate-bande. Mais vraiment pour le collectif. Je pense que j'ai vraiment un très gros sens du collectif. Voilà. Donc, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix. J'ai eu l'occasion de quitter Bayard extrêmement souvent. À Bayard, j'ai dû faire 6 métiers différents quand même. J'ai fait énormément de choses. Et puis, ça s'est pas trouvé, ça s'est pas fait, ou c'est moi qui ai choisi de pas le faire.
Donc, en tout cas, je n'ai pas de regrets. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est que j'assume mes choix, je constate un petit peu, non pas mes erreurs, mais mes hésitations, et puis j'essaye d'élever mes enfants à faire autrement. Alors, parmi tous les métiers que vous avez pratiqués dans le groupe Bayard, quels ont été ces métiers-là, en fait, finalement? Alors, en fait, il faut revenir. Ma formation, c'est vraiment la transformation des organisations. Après une école de commerce, j'ai fait la sociologie des organisations. Et donc, j'ai commencé en conseiller en organisation à la Société Générale. C'est comme ça que je suis allée à Bayard pour l'abonnement. Et puis, une fois qu'on a eu informatisé toute la chaîne d'abonnement, je me suis dit, on va peut-être s'occuper de quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai suivi une formation sur le client. Et ça a été une révélation. Et donc, j'ai lancé un grand projet client à Bayard en 1995, à l'époque où le mot était totalement interdit. Enfin, c'est même pas interdit. Inenvisageable. Et je me souviens très bien de m'être accrochée avec Bruno Frappa, un très grand journaliste, qui était à ce moment-là le patron de La Croix, en disant, il me dit, mais si vous parlez de clients, bientôt on va parler de produits. Je dis, non, mais rappelez-vous quand même que votre lecteur, il paye, et que c'est ça qui vous paye. C'était peut-être un peu brutal, en tout cas ça s'est très bien passé. Ensuite, j'ai participé à la création de l'audit interne à Bayard, et donc ce qui m'a fait découvrir à peu près tous les métiers de l'entreprise, et généralement à chaque fois d'aller voir ce qui se passait chez nos confrères, puisqu'en audit il faut toujours le référentiel métier, mais il n'y a pas de référentiel métier presse, il n'y en avait pas à l'époque. Donc c'était super, j'allais chez Lagardère, j'allais chez Prisma, et je rencontrais tous les confrères pour voir comment ils faisaient, donc ça c'était extrêmement riche parce que ça permettait toujours de nourrir mon besoin d'améliorer les choses et de trouver des solutions et de le faire avec les gens. Donc l'audit, j'ai pris la direction de l'audit, et ensuite le secrétaire général du groupe, donc avec la relation avec les actionnaires, avec un petit moment la communication, et surtout avec le déménagement de l'entreprise qui n'avait pas bougé depuis 130 ans à peu près. Donc c'était quand même un très très beau projet. Et alors là, on est dans le concret, hein, on est dans le dur, hein. On est dans la contrainte, et et forcément, on se fâche avec tout le monde. Voilà. Ensuite, je suis devenue directrice adjointe du senior autour de notre temps. À ce moment-là, c'était une activité qu'il fallait repenser, bien réancrer en transversal dans l'entreprise. Et donc, c'est pour ça j'ai été missionnée par le directoire pour ça, puis je suis restée. Et ensuite, je me suis occupée du développement de produits et services, et de la recherche de produits et services, et de la veille de tous les produits et services qui pouvaient nous aider pour étoffer nos titres papier. Donc là, je suis à la fois des opérations de croissance externe, mais aussi de partenariat. Je suis allée dans beaucoup d'incubateurs, alors sur les thèmes spécifiques Bayard, donc la jeunesse, mais aussi le senior, donc la Silver Valley, donc, dans lequel j'étais assez active, et puis ce qu'on appelait la Church Tech aussi, c'est assez rigolo, les startups qu'il pouvait y avoir autour des services dans l'Église, tout ce qui est sur l'éducation, bien sûr, l'EdTech. Donc voilà, ça a été vraiment l'occasion de beaucoup de rencontres avec des porteurs de projets qui étaient toujours, comme je disais, intelligents, jeunes, enthousiastes. Ils n'étaient pas encore riches, mais c'était quand même très 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 intéressant parce que surtout ils arrivaient avec une excellente image de Bayard, et donc ils me renvoyaient une excellente image de Bayard. Et c'est toujours très agréable parce que vous, quand vous êtes en interne, vous voyez tout ce qui ne va pas. Mais les gens de l'extérieur qui vous disent combien ce que vous faites est intéressant, et combien ils sont attachés, combien ils pensent que vous pouvez faire quelque chose avec eux, ça fait plaisir. Voilà. Donc ça a été bien. Et donc c'est quand j'ai fait ça, j'ai gardé une part de mon temps là-dessus. C'est la petite part innovation que j'ai. Je continue de voir des startups très régulièrement, des projets. Je les suis beaucoup moins longtemps, mais je reste toujours à l'affût. Et ensuite, donc, je suis revenue, comme je dirais, sur le client, donc après 25 ans, complètement, avec une autre mission, bien sûr, complètement un autre contexte. Et je m'étais dit que, voilà, c'est l'économie circulaire, il faut réutiliser les compétences, hein, c'est aussi ça, le RSE. Mais en fait, je pense que c'était une super bonne idée. Et je suis vraiment très contente. Un choix pas simple et qui, au final, est extrêmement gagnant, toi. Je pense que c'est gagnant, et je pense surtout que je suis contente d'avoir donné une fierté du client à mes équipes. C'est-à-dire que je suis arrivée, moi, ce qui m'a frappée, c'était l'état d'esprit. C'était pas ce qu'ils faisaient, c'était l'état d'esprit.
C'est-à-dire qu'ils essayaient de passer sous le radar, quoi, pour pas qu'on les repère. Voilà, parce que généralement, quand on les repère, c'est qu'il y a un problème. Donc l'idée, pas se faire repérer. Donc d'essayer toujours d'arranger les choses, de bidouiller pour répondre à toutes les demandes, sans dire qu'il y a vraiment des problèmes, sans exposer la légitimité de leurs difficultés. Et donc là, moi, j'ai dit, non, on va exister dans ce truc-là, ce n'est pas possible. On va le faire autrement, on va le faire, on va répondre à la demande, mais on va y répondre autrement. Et on va le penser. Et en fait, on peut exister non pas, comme je dis souvent, non pas face à face, mais côte à côte, épaule contre épaule, avec le marketing, avec les titres, avec la DSI, et avec bien sûr toute la fabrication et la logistique, pour ensemble bien servir nos clients. On n'est pas un prestat interne, on fait partie de la même équipe. Et ça, c'est ce changement d'état d'esprit qui est tellement compliqué qui ne se décrète pas, qu'il faut faire infuser, en fait. Je pense que là-dessus, il m'a fallu 3 ans, mais ça y est, et là, je suis contente. Voilà. Soyons fiers de ce que nous faisons. Tout à fait, parce qu'on voit aussi tout ce qu'il y a encore à faire. Là, j'ai encore eu, en venant, des réclamations qui m'arrivent par la direction de la Croix, ou tout ça. Il y a toujours des choses qu'il faut améliorer. Mais soyons fiers de ce que nous faisons, soyons fiers de ce que nous apportons à notre entreprise, soyons conscients de la valeur de notre travail. Nous ne sommes pas un centre de coût. Je dis souvent, nous ne sommes pas un service support. J'ai horreur qu'on dise ça. Je ne suis pas une étagère. Non, on est un lieu de création de valeur, bien entendu en chiffre d'affaires direct, mais aussi tout l'enrichissement des données, tous les verbatims, toute la richesse de ce qu'on peut donner et témoigner en interne sur nos clients. Porter la voix du client pour l'interne aussi. Exactement. Hier, j'étais en comité directeur et à la fin, j'ai dit, les clients au mois de mars, là, ça y est, on a passé un cap, ils ne parlent plus du tout du Covid. C'est fini. Ils en avaient ras-le-bol, ils étaient impatients, ils n'étaient pas toujours agréables. Et là, avec les mêmes causes de motifs de contact, il n'y a pas de changement. En revanche, leur état d'esprit est bien meilleur. On les sent, alors un peu mous, mais on les sent, ils sont plus impatients, ils n'ont plus cette impatience. Mais cette information-là, elle est importante aussi pour les rédacs. Elle est importante pour sentir ce qu'ils pensent. Et je leur ai dit d'ailleurs aussi, je leur ai dit, vous êtes très très préoccupés par la guerre en Ukraine. Évidemment, ils font des titres de presse. Vos clients, beaucoup moins. Les lecteurs, eux, ils voient le pouvoir d'achat, ils voient la répercussion sur eux. Mais ils ne sont pas comme vous, projetés à Kiev, ou à Odessa, ou à Mariupol. Voilà. Il faut bien. Nous, on a le contact avec les vrais clients, et avec un peu leur quotidien. Effectivement, c'est très très riche comme information en retour. Catherine, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail ? Les gens. J'aime bien faire grandir les gens, j'aime bien leur faire comprendre des choses, j'aime bien les accompagner. Les convaincre. Quelquefois, on s'accroche, mais on s'explique. Ce dont j'ai horreur, c'est la mauvaise foi. Mais sinon, je peux composer avec tout, avec la bêtise, avec la lâcheté, avec la peur, avec l'enthousiasme, avec l'inconscience, mais pas avec la mauvaise foi. Partage. Et de manière plus globale, sur l'univers de l'expérience relation client, quel est votre regard aujourd'hui sur cette profession ? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quand je suis revenue client, ce qui m'a frappé, c'est combien, finalement, le monde des services clients et tout ça s'était masculinisé. Parce que ça s'est technicisé. Moi, j'ai encore vu les anciennes, ce qu'on appelait les monitrices perfo, qu'il y avait dans les années 90, donc qui avait commencé avec les cartes perforées, non mais pas moi, moi j'ai connu la quand même, mais qui avait en fait façonné tous ces métiers-là et ces plateaux. C'était des plateaux qui pouvaient être mixtes, mais c'était des plateaux qui étaient généralement tenus toujours par des femmes à poigne, qui avaient eu l'habitude de faire de la formation et avec un chronomètre, et donc on était dans quelque chose de j'allais dire de maternelle patriarcale,
assez, voilà. Et il y avait, alors bien sûr qu'il y avait aussi des hommes dans les parties techniques ou dans les solutions et tout ça. Et là, quand je suis revenue, j'ai vu la variété, la diversité des profils, en âge, en expérience, en profil. Il y a des profils très tech, il y a des profils plus humains, sociaux, il y a des profils maintenant typiquement clients, ce qui n'existe absolument pas. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup de richesse, parce qu'en fait, c'est multifacette finalement. On voit des tas de choses, on a l'occasion comme ça d'approfondir des tas de choses différentes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et ça donne, je pense, de l'intérêt et de la valeur à ces métiers de direction client. Parce qu'il y a de la réflexion. Et quand on parle avec des gens qui ont des univers conceptuels différents, on s'enrichit. Donc, et ensuite, en opérationnel, on fait le boulot, parce qu'il y a quand même un moment, il faut que ça avance. Et ça, je trouve que voilà, c'est ça que je vois évoluer. Avec donc, de toute façon, comme je dis toujours, plus il y aura de tech, plus il y aura d'humain. Et ce qu'il faut, c'est non pas les opposer, mais les conjuguer. Et voilà, et il faut de la data pour savoir, mais il faut du contact et des verbatim et des gens pour comprendre. Donc, on a tout ça qui se conjugue. Et donc, sur ce spectre-là, on a des profils assez différents et des organisations suivant les entreprises qui sont différentes. Il y a des entreprises qui ont absolument que de la réclamation. Nous, on a à peine 20% de réclamation dans les contacts. Ouais. La valeur humaine est de l'avenir, alors. De toute façon, s'il n'y a pas de valeur humaine, il n'y a plus d'avenir. On est bien d'accord. Catherine, en fait, qu'est-ce qui vous motive chaque jour quand vous vous levez? Avec la belle énergie que vous avez, avec la passion avec laquelle vous parlez de votre métier, qu'est-ce qui vous anime? Rendre le monde meilleur. Rendre le monde meilleur. Que chacun se mette au service du collectif, faire avancer les choses, y croire, construire. Et en fait, finalement, je me rapproche de la raison d'être de Bayard qui se finit par créer des liens fertiles. En fait, c'est pas à cause de ça, mais de fait, je me retrouve tout à fait bien, et c'est pour ça aussi que je suis restée dans Bayard, c'est qu'on a cet état d'esprit-là. Et voilà, toujours penser à ce qu'on peut améliorer pour que ce soit bien pour tout le monde, pour chacun, et pour l'entreprise, et pour la société. Voilà, que tout le monde... Moi, mes équipes en ont ras-le-bol, ils m'entendent toujours dire la même chose. Je dis toujours, il faut qu'on règle ça et qu'on en sorte tous par le haut. Avec un prestat, avec une situation, voilà. Effectivement, que tout le monde soit gagnant. Que tout le monde sorte par le haut, sorte grandi de l'expérience, sorte grandi de la situation pourrie. On en a plein, on en a tous. Mais voilà, qu'on ait cette énergie positive. Avez-vous des coups de cœur, en règle générale, dans votre vie? C'est généraliste comme question, mais ça a son importance. Des coups de cœur. Moi, je suis sensible à plein de choses, à des paysages, à des situations. Je peux lire un article de presse et me mettre à pleurer. Parce que je me mets généralement à fond dans ce que je fais. Ce qui fait que je ressens ce que la personne partage. Donc, ça peut être il y a des témoignages dans les journaux qui peuvent effectivement me faire pleurer. Il y a je suis très... Je me projette complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais jamais au cinéma. Jamais, parce que je me mets tellement dans les films que je les mémorise complètement. Et que donc, d'abord, je les connais pendant des années. Je les ai entièrement dans ma tête. Et donc, quand c'est des choses difficiles, c'est très difficile à gérer. Voilà. Donc j'essaie de me protéger. Je me fais un petit barrage parce que finalement, il peut y avoir des émotions très fortes. Alors, des coups de foudre. Bon... je ne vais pas vous parler de mon mari. Non, en fait, je pense que je suis assez raisonnable avec toute cette émotion. En fait, j'ai quand même beaucoup... je pense que je suis assez structurée, je gère, j'organise, je prévois les choses, je cadre. Mais je garde quand même un peu de place. Pas un peu de place. Je laisse de la place pour que l'émotion s'exprime. Voilà. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous guide dans votre vie? Une citation, quelque chose qui vous anime? Oui, tous les matins, je me dis, veillez, soyez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts,
agissez en tout avec amour. Et pour moi, il y a à la fois l'anticipation, la réflexion, l'action, les convictions. Voilà. Donc c'est ce qui me tient. Et si aujourd'hui vous aviez un conseil à donner ou un partage avec les générations qui arrivent, quelle serait-elle dans notre univers, bien évidemment? Alors là, le conseil, c'est de ne pas oublier l'humanité dans tout ce qu'on fait. Et d'être aligné entre ses convictions, ses actions et ses paroles. Je veux dire, on voit toujours des choses qui peuvent nous rendre mesquins. On voit toujours des choses qui peuvent nous diminuer, des choses qui touchent à l'équité, où on se dit mais ça c'est pas normal, et puis ça c'est dégoûtant, et puis ceci, cela. Ben, il faut se dire, allez, on pense à soi, et soi, qu'est-ce qu'on fait? Et quelque part, est-ce que je peux me regarder dans la glace le matin? Est-ce que j'assume ce que je fais? Est-ce que j'assume mes choix? Et finalement, c'est par rapport à soi qu'on a besoin de se tenir debout et de se tenir droit et d'être fier de ce qu'on a fait. C'est pas forcément par rapport aux autres. Ok. Quand vous étiez plus jeune, dans quel domaine vous souhaitiez-vous, enfin, quelle projection aviez-vous de votre futur professionnel? Alors ça, c'est très marrant parce que, en fait, j'ai voulu très vite, je me souviens, à l'époque, on n'avait pas Parcoursup et tout ça, hein. On avait 3 pauvres brochures de l'ONICEP qu'on connaissait par cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Mais je me souviens encore d'avoir lu les métiers de gestion et de m'être dit, tiens, c'est super intéressant le secrétariat général. J'avais vu qu'on y arrive par les RH ou la gestion, et en fait, je me suis spécialisée en gestion, en gestion budgétaire, contrôle budgétaire, pour me rendre compte très vite au premier stage que finalement, ce que j'avais fait, c'était de l'organisation, et que, en fait, je comprenais les mécanismes de gestion, mais ça ne m'intéressait pas de faire ça toute la journée. Et en fait, je dois une fière chandelle au doyen de l'université Laval, au Canada, qui était, quand j'ai postulé pour un MBA, et j'avais postulé en finance. Et on a fait un entretien, et il m'a dit, mais moi, je ne vous prends pas en finance. Je vous prends en management et organisation. Parce que c'est là que vous serez bien. Et merci Jacques, parce que ça a été vraiment une grande découverte. Et effectivement, c'est ce qui m'intéresse toujours, et c'est ce que je formule en disant transformer les organisations. C'est toutes ces réflexions à la fois sur le pourquoi changer et le comment changer, sur voilà. Donc des réflexes et des méthodes qui sont extrêmement intéressantes aussi au quotidien, pour l'expérience client, pour plein de choses, pour remettre. Moi, souvent, je leur redis, mais attendez, pourquoi on fait ça? Vous ne demandez pas qui doit le faire. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait comme ça? À quoi ça rime? Derrière, on a quoi? Est-ce que essayons de bien comprendre le pourquoi. Et c'est vrai que c'est aussi un de mes réflexes. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est le comment sans le pourquoi, c'est une arnaque. Le pourquoi est à l'origine de beaucoup de choses, et c'est surtout ça qu'il faut d'abord trouver. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, j'ai failli être chanteuse quand même. Non, je vous le dis parce que c'est plus drôle quand même. Mais il y a beaucoup trop de sopranos en France, donc ça reste un loisir extrêmement sérieux. Mais se dire que tous les temps en temps, je me souviens très bien quand j'avais 39 ans, un prof de chant qui me dit, si tu veux passer pro, maintenant là c'est la dernière limite. Mais non. Une autre question, c'est avez-vous un regret professionnel dans toute l'expérience que vous avez là? Si vous aviez un regret, parce qu'effectivement depuis tout à l'heure on dit il n'y a pas de regret, les choses sont à faire, mais parfois on a des expériences qui ne sont pas toujours très évidentes, et on se dit j'aurais fait mieux ou je ferai mieux la prochaine fois.
J'ai des regrets, mais qui tiennent à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas osé forcer un peu le destin pour aller faire autre chose, pour aller prendre une direction générale ailleurs, pour aller... En fait, je pense que je suis vraiment capable de gérer de la complexité et de penser beaucoup de choses différentes en même temps. Et c'est pour ça que j'aime quand ça change, j'aime accompagner la transformation, parce que c'est vraiment multicritère. Et ensuite, quand on est sur de l'activité, j'allais dire, qui roule, je m'ennuie. Moi, j'ai besoin de ces challenges à la fois intellectuels et opérationnels. Moi, ce que je sais faire, c'est de passer de la terre au ciel en permanence pour conjuguer les deux, penser, faire. Et ça, c'est pas tout le monde. Et je sais que quelque part, c'est un de mes atouts. Et je pense que j'aurais pu plus le déployer. Mais bon, j'ai des tas d'engagements associatifs dans lesquels je peux faire ça. Et ça se passe, voilà, très bien. Très bien. Catherine, avant de conclure cette émission, on vous a fait signer un livre d'or au tout début. Alors, pouvez-vous nous commenter le message laissé pour l'avenir ? Alors oui, alors c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai réussi à pas dire exactement le même. J'ai mis 2 choses. Le pire dans notre métier, c'est qu'on travaille avec des femmes et des hommes. Et le mieux dans notre métier, c'est qu'on travaille avec des femmes et des hommes. N'oubliez pas l'humanité. Merci Catherine, c'était un échange plein de fraîcheur et de profondeur. Voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous retrouve très vite pour le prochain checkpoint sur A-News Expérience Client.